Bouaké face à l'absence quasi totale de toilettes publiques. Mais comment les populations se débrouillent-elles? On en parle ce soir. Toujours en Côte d'Ivoire, 16 avril 2007, fin de la crise militaro-politique. La zone de confiance est démantelée et le pays réunifié. Bienvenue, bonsoir à tous. Les toilettes publiques manquent cruellement à Bouaké, dans la région de Béké. Et lorsque la seconde ville de Côte d'Ivoire en possède, elles sont en mauvais état et repoussantes. Difficile donc de satisfaire un besoin naturel. Mais certaines populations usent d'un stratagème. Elles se soulagent dans la rue. Les détails avec Alain Essois et Léon Brou de RTI Bouaké. Les toilettes publiques, où en trouver et surtout dans quel état? Ces deux dilemmes, vous les avez certainement vécus. Sinon, ici à Bouaké, ils sont légion. Richard Ndié est commerçant au centre commercial de Bouaké. Voilà bientôt 1 heure d'horloge qu'il est à la recherche d'un endroit pour se soulager. La seule toilette de fortune de son lieu de travail étant fermée pour travaux. C'est finalement dans ces toilettes abandonnées qu'il se dirige. Ici encore, problème. L'état des lieux ne lui donne pas satisfaction. Son dernier recours, ce mur. J'avais envie d'uriner. Je suis arrivé, il y avait un WC à côté. J'ai trouvé que ce n'était pas propre. Donc j'ai préféré uriner au dehors. En plein commerce, il faut qu'il y ait des WC publics. Des étrangers qui viennent ont envie d'uriner. C'est sur les caniveaux, devant nous-mêmes, ça énerve et puis pisse. C'est pas intéressant. Ce geste de Richard, une habitude dans le Béké. Mur, caniveau, endroits publics et parfois véhicules en stationnement, seul cadre pour les urines sauvages. Une vraie foire au pipi où seule l'odeur chatouille le nez. Désobligeant pour les populations, notamment les riverains. Pisser est en islam, surtout dans un endroit hors, sans l'eau, est d'abord interdit en islam. Parce que la pauvreté, c'est la moitié de la foi. Il y a les lieux qui sont là pour que nous puissions uriner là-bas. Si vous laissez ces lieux-là, vous venez uriner partout. En tant que musulman, vraiment, c'est pas bon. Pisser à la rue, c'est pas bon. D'abord, ça ne donne pas de bonne image, de un. Bon, ça salit aussi le coin. Pisser dans la rue, d'abord, c'est l'incivisme, c'est l'inculture. Uriner dans les rues, un acte d'incivisme et de défiance à l'autorité qui ne saurait se justifier par l'absence ou l'insuffisance d'urinoirs publics. Situation que la mairie de Bouaké s'active d'ailleurs à améliorer. Cette question a été mise au niveau du plan triennal. Les premiers WC vont être exécutés au cours de l'année 2018. On le fera assez rapidement. Seul recours de l'heure, les toilettes privées. Ce n'est tout de même pas la grande affluence, mais au rendez-vous, le défi de l'hygiène. Si peut-être les gens viennent dans les WC publics, il y a l'eau pour se rincer, il y a des produits pour désinfecter le coin. Les urines sauvages, une vraie source d'insalubrité et de maladies. Lutter contre, c'est préserver l'environnement, un devoir citoyen qui ne demande parfois que de la volonté. Un tout autre sujet à présent, comment éliminer la faim dans les écoles primaires ivoiriennes? Les acteurs et partenaires du système éducatif se sont réunis récemment pour élaborer et valider un document de stratégie nationale d'alimentation scolaire. Pour la période 2017-2022, la direction des cantines scolaires veut apporter des innovations dans la stratégie nationale d'alimentation scolaire. Réunis en atelier, toutes les parties prenantes de l'école ivoirienne ainsi que les partenaires internationaux sont venus s'accorder afin de valider le contenu du document de la politique et de la stratégie nationale d'alimentation scolaire. La nouveauté par rapport à la stratégie passée, c'est la promotion des produits locaux et aussi voir dans quelle mesure les cantines scolaires peuvent impulser la mise en place de petites et moyennes industries au niveau de la Côte d'Ivoire. Aux côtés de l'école ivoirienne depuis 1989, le programme alimentaire mondial, PAM, se félicite des actions du gouvernement ivoirien qui ont permis d'améliorer les résultats scolaires en favorisant la construction des cantines scolaires dans les endroits les plus reculés de Côte d'Ivoire. Le modèle d'alimentation scolaire ivoirien, basé sur la participation communautaire, s'inscrit dans la durabilité, en ce sens qu'il met au centre de sa stratégie la cantine scolaire comme un vecteur de développement local. Le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale,
de l'enseignement technique et de la formation professionnelle indique que le document de la politique et de la stratégie nationale d'alimentation scolaire 2017-2022 est le résultat de l'actualisation du document de 2012-2016 qui a révélé des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités. Avec l'avènement de nouvelles orientations marquées par la vision 2025 qui prévoit que tous les élèves de Côte d'Ivoire inscrits dans les structures de l'éducation de base prennent chaque jour d'école un repas chaud et équilibré à la cantine. Le ministère donc qui tire profit des leçons apprises du premier document de stratégie a relevé des défis persistants en matière d'alimentation scolaire. La Côte d'Ivoire compte 5 400 cantines scolaires pour 1 100 000 rationnaires. Des manifestations hier à Barcelone, en Espagne. Plus de 300 000 personnes ont défilé dans la rue pour protester contre la détention de 9 séparatistes catalans. Elles ont également réclamé le retour en Catalogne de l'ancien président Carles Puigdemont. En France, les populations du Nord-Est mécontentes du président Emmanuel Macron. Elles espéraient le changement en le votant il y a un an, mais elles ont vite déchanté, notamment en raison de l'augmentation de la contribution sociale généralisée. Don Rémy-la-Pucelle, berceau de Jeanne d'Arc aux confins des Vosges. Ici, le 7 mai 2017, les habitants ont voté peu ou prou comme la France. 63% des suffrages à Emmanuel Macron, 36% à Marine Le Pen. Aujourd'hui, beaucoup déchantent. J'espérais le changement et c'est chose qui n'est pas arrivée, quoi. Au bout d'un an, on se rend compte qu'on est toujours obligé de payer de tout partout. Même son de cloche pour Reynald, chauffeur routier à la retraite. Lui aussi a voté Macron, mais aujourd'hui la hausse de la CSG, qui touche particulièrement les retraités, ça ne passe pas. J'ai rogné sur le budget, sur le pouvoir d'achat, sur les loisirs, les plaisirs avec la famille. Puis là, je ne vais plus en vacances parce que faute de moyens, quoi. Devant la maison natale de Jeanne d'Arc, les visiteurs sont réguliers. Ils font vivre les derniers commerces, comme ce restaurant au pied de la basilique. Mais ici aussi, c'est la déception. L'établissement est en perte de vitesse. Son gérant pointe aussi du doigt la hausse de la CSG. Nous, on le ressent sur les sorties mensuelles des anciens qui ne sortent plus les dimanches et ça nous fait clairement 20% de moins d'activité sur ce jour-là. Robert Staub, ancien élu local de droite, déçu par Fillon, a voté Le Pen au premier tour, s'est abstenu au second. Propriétaire d'une maison d'hôte à Don Rémy, il regrette le manque de mesures pour la ruralité. Pour nous, c'est plus dur. On n'a pas le tout à l'égout, on n'a pas le gaz, on n'a pas les transports, on n'a rien. C'est pas parce qu'on va faire un discours dans une école d'un petit bled qu'on s'occupe de la France profonde. Sébastien, 29 ans, est membre du collectif Colère 88 lancé en janvier dernier. Déjà quelques manifestations à son actif, il dénonce l'intransigeance du président. Petite banderole avec un grand ras-de-bol au milieu, contre le 80, les péages, la CSG, le contrôle technique, les retraites, tout ce qui va. Dictature, voilà. Grand ras-le-bol. Attendu mardi pour 3 jours dans les Vosges, Emmanuel Macron vient lancer ses consultations citoyennes et parler ruralité. Le collectif Colère 88 envisage de manifester sur son parcours. Plus de 200 migrants africains illégaux détenus dans une prison de la région sud d'Israël ont été libérés hier. C'est une décision de la Cour suprême. Les juges israéliens ont expliqué que les négociations entre Israël et un pays tiers pour accueillir ces expatriés sont encore en cours. Les poissons-lions ont envahi la Méditerranée. Ces animaux sont venimeux et n'ont aucun prédateur. Des biologistes chypriotes tentent alors de contenir cette invasion. Dans les eaux profondes, au large des côtes chypriotes, ce plongeur chasse le poisson-lion ou rascasse volante. Cette espèce invasive se multiplie à grande vitesse dans la Méditerranée et en menace la biodiversité. Munie d'un appétit féroce, elle dévore tout sur son passage et avec ses 18 aiguilles venimeuses, fait fuir tous les prédateurs, jusqu'aux requins. This is a highly invasive species
C'est une espèce très envahissante qui se reproduit très rapidement. Elle se propage très vite et prend le dessus. De retour sur la terre ferme, chaque spécimen est recensé et étudié par cette équipe de biologistes marins. Originaire de l'océan Indien, l'espèce est apparue à Chypre en 2012. Et son développement en Méditerranée inquiète les scientifiques. C'est un prédateur très vorace. Il mange beaucoup et presque de tout, de ce que nous avons appris des autres régions comme les Caraïbes et l'Atlantique. Nous voulons savoir comment il se comporte ici en Méditerranée. Les chercheurs rencontrent aussi les pêcheurs locaux afin d'expliquer les dangers présentés par le poisson-lion. Le venin de ces épines est douloureux et a des effets néfastes sur la pêche. Bien sûr, s'ils mangent les petits poissons, ça va être mauvais, aussi bien pour les autres poissons que pour nos affaires. Parce que s'ils mangent les petits poissons, comment vont-ils grandir? Et comment aurons-nous du poisson pour le marché? Pour lutter contre l'invasion, plusieurs solutions ont été trouvées. Organiser des chasses au harpon ou apprendre au restaurant comment les cuisiner. Pour ces biologistes, le but n'est pas d'éradiquer le phénomène, mais de le contrôler, puis d'étendre l'expérience chypriote aux pays voisins. Enfin, 16 avril 2007, 16 avril 2018, il y a 11 ans, la zone de confiance qui divisait la Côte d'Ivoire en deux commençait son démantèlement. Cet événement fait suite à l'accord historique conclu à Ouagadougou, au Burkina Faso, entre Laurent Gbagbo, alors président de la République, et les forces nouvelles, notamment le MPIGO, le MPCI et le MJP. Les explications de Ami Koulibaly. Laurent Gbagbo a proclamé le lundi 16 avril 2007 la fin de la guerre en Côte d'Ivoire alors que s'engageait le démantèlement de la zone de confiance coupant le pays en deux depuis près de 5 ans. Laurent Gbagbo est avec son premier ministre Guillaume Soro. Les deux hommes ont passé en revue les troupes à Yamoussoukro, capitale politique du pays. Soro Guillaume vient d'être nommé Premier ministre il y a tout juste une semaine. Et pour la première fois depuis le conflit de 2002-2003, les deux forces nouvelles et forces gouvernementales, défilaient pour sceller la réconciliation. Peu après, les premiers casques bleus de l'ONU qui patrouillaient dans la zone de confiance avec le soutien des militaires français du dispositif Licorne entament leur départ au poste de contrôle de Tiébissou, situé sur l'axe majeur reliant Abidjan à Bouaké. La zone de confiance, la zone tampon créée en juin 2003 pour séparer les combattants des forces nouvelles occupant la moitié nord de la Côte d'Ivoire des troupes gouvernementales contrôlant la moitié sud. Elle s'étire d'est en ouest sur environ 600 km. La largeur de cette zone tampon est de 25 km, avec diverses variations liées notamment à l'éloignement entre certaines régions. Les positions les plus avancées des forces nouvelles et celles des troupes gouvernementales. Au terme de l'accord de paix signé le 4 mars par Gbagbo et Soro à Ouagadougou, les casques bleus de l'ONU et les Français de la force Licorne vont se retirer progressivement de la zone de confiance. Ils seront remplacés par des brigades mixtes composées de soldats des forces régulières de défense et de sécurité et les combattants des forces nouvelles. Le maintien de cette zone de démarcation était présenté par Laurent Gbagbo comme le principal obstacle à la tenue d'élections, obstacle sur lequel ont échoué les différents plans de paix préparés par la communauté internationale. À compter d'aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses pour ne pas organiser les élections. Monsieur le Premier ministre, préparez les élections. L'accord du 4 mars, fruit d'un dialogue direct entre les protagonistes de la crise ivoirienne, réitère l'engagement des partis à préparer à l'issue de l'opération d'identification des élections présidentielles ouvertes, démocratiques et transparentes et fixe comme objectif d'y parvenir dans un délai de 10 mois. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain mardi à 19h, toujours sur RTI2.